prépare en quotidien sous la direction des professeurs N. Nabil Taïf de l'Université de Tunis et Philippe Forest de l'Université de Nantes. L'intitulé de sa thèse est les représentations de la souveraineté dans l'œuvre romanesque de Philippe Soler. Oui. Il prépare également un master de recherche en sciences politiques, faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, qui porte sur l'imaginaire du Tunisien et le pouvoir fort en Tunisie après la Révolution sous direction du professeur Hatem Mrad. Il va nous parler justement du pharmacon dans la littérature française de l'extrême contemporain. Et si vous permettez le micro, s'il vous plaît. Voilà. Merci infiniment. Je suis très heureux de faire partie de ce colloque et de pouvoir y contribuer. Donc, mon propos sera articulé autour de la question ou bien de la notion du pharmacon dans la littérature française de l'extrême contemporain. Là, je suis donc dans l'obligation de définir ce que c'est la littérature française de l'extrême contemporain. Je donnerai juste deux définitions notamment qui rendent compte de cette tendance littéraire. Donc l'extrême contemporain, selon l'inventeur de cette expression, Michel Chaillot, c'est mettre tous les siècles ensemble. C'est un contemporain englobant les extrêmes. Première définition. Deuxième définition, donc là, d'ordre historique, donnée par Muriel Lucie Clément, qui fait remarquer que le concept de l'extrême contemporain, dont le champ littéraire est un concept fluctuant et difficile à définir. Elle écrit ceci: nous utilisons le terme extrême contemporain pour définir la production littéraire des 10 à 20 dernières années. Il s'agit donc d'un concept fluide et insaisissable en certains cas, cela aussi bien d'un point de vue chronologique, puisque les limites de l'extrême contemporain se déplacent d'une année en autre. Finalement, donc, j'ajouterai pour synthétiser les deux définitions un grand spécialiste notamment de la littérature française, un critique, qui est Dominique Viard. Il le définit de la sorte. Je vais faire cela rapidement. Donc, l'extrême contemporain, selon Dominique Viard, propose en effet une sortie du système de pensée dichotomique qui caractérise l'articulation, voire de la synthèse, l'architecture dite postmoderne qui n'hésite pas à multiplier les emprunts et l'esthétique. J'ai sauté une ligne. Excusez-moi. Qui caractérise l'articulation, voire de la synthèse, l'architecture dite postmoderne qui n'hésite pas à multiplier les emprunts et à les fondre au même creuset, un exemple que de la division. Dominique Viard, c'est donc un extrait de son essai Écrire au présent l'esthétique contemporaine. Là pour donc situer la notion d'extrême contemporain. Bon, je me permettrai de remémorer une anecdote personnelle qui datait d'une quinzaine d'années, laquelle serait une réponse, quoique lacunaire et naïve aux yeux d'aucuns, à la question que peut encore la littérature lors des moments douloureux par lesquels nous passons tous, à savoir les malheurs, la maladie, la disparition, les catastrophes et les tragédies. Je raconte brièvement cette anecdote qui marque encore mon esprit et alimente mon imaginaire. J'ai connu en fait un désenchantement tellement violent et sombre suite à un échec dont je vous épargne les détails que je m'étais plongé dans la lecture du livre dans la vallée d'Honoré de Balzac. Ce roman épistolaire m'avait procuré des soins tant affectifs et psychologiques si bien que j'eus pu dépasser cette anicroche et j'eus appris à mieux me connaître. Et après quelques années, et avec du recul, j'ai réalisé que la littérature est dotée d'un pouvoir d'agir et d'un potentiel curatif. Alors donc, je ne manquerai pas toutefois de nuancer ce propos. C'est un propos de jeunesse, disons, donc, et par la suite, après des lectures et approfondissements, donc j'ai adopté une autre posture. Alexandre Geffen, un grand spécialiste de cette littérature du Caire, il a publié un ouvrage intitulé donc Réparer le monde, la littérature française face au XXIe siècle.
En dressant un panorama de la littérature thérapeutique, mentionne donc un essai de Proust sur la lecture et évoque des auteurs, notamment Balzac, dont les romans participent de la mise en place de ce processus de médication, sachant que ce processus implique notamment une connaissance de soi et une valorisation de l'autre. Je cite Alexandre Geffen, « La littérature vous aidera à vous comprendre vous-même et à prêter attention aux autres. Balzac et Feel Good Novels, même combat. » Fin de citation. Il s'agit, pour reprendre l'expression d'Alexandre Geffen, d'un véritable tournant esthético-éthique dont participe l'empathie. Dans Réparer le monde, la littérature française face au XXIe siècle, Geffen écrit ceci. Ce rôle dévolu, c'est-à-dire le rôle de la littérature, dévolu à l'empathie, participe d'un tournant esthético-éthique qui consiste à utiliser le récit pour produire ce que le philosophe Paul Ricoeur nommait des identités narratives dans lesquelles nous pouvons nous reconnaître, nous recomprendre, nous projeter, tant au niveau personnel que social. Fin de citation. La littérature classique et moderne n'est pas aussi différente. Nous pouvons y trouver les mêmes vertus réparatrices. Tout cela tient en grande partie au rôle des émotions véhiculées et suscitées par les personnages, pour le cas Louise dans la vallée de Balzac, personnages Félix et Blanche-Henriette de Morceau, lesquelles émotions, selon Vincent Jouve, je cite, « nous nous aident pas seulement à mieux nous connaître et à savoir ce dont nous avons besoin, elles nous offrent aussi la possibilité de répondre plus efficacement aux difficultés que nous rencontrons. » Fin de citation. Todorov, par une pensée aussi puissante et chargée de signification, met en avant ce pouvoir de la littérature et les raisons qui l'ont amené à aimer la littérature. L'expression, enfin la formule de Todorov, parce qu'elle m'aide à vivre. Ça résume tout. Alexandre Geffen inscrit son idée au sujet de la littérature thérapeutique dans le sillage de la réflexion de Todorov en avançant que, je cite encore une fois Geffen, la littérature veut faire face au monde, agir, remédier aux souffrances, comme nous aider à mieux vivre dans nos existences ordinaires. Fin de citation. Dans le même ordre d'idée, Todorov déclare que la littérature lui a fait découvrir des mondes et se place en continuité avec elles et lui permet de mieux les comprendre. Bon, j'ai beaucoup parlé de compréhension, comprendre le monde. Il est important de rappeler le sens étymologique du verbe comprendre, qui est issu du latin classique comprehendere, composé de cum avec et prehendere, prendre, saisir. Il veut dire littéralement saisir ensemble, brasser quelque chose, entourer quelque chose, d'où saisir par l'intelligence, embrasser par la pensée. L'on peut appréhender une conception particulière et partagée chez Todorov, puisque la littérature a la capacité de déclencher des processus cognitifs propres à l'analyse et à la réflexion. Encore faudrait-il ajouter que, je cite, les émotions, d'après Vincent Jouve, notre critique littéraire, jouent également un rôle central dans l'apprentissage en favorisant l'attention et la mémorisation, deux facultés essentielles au développement de l'intelligence. Fin de citation. Vous allez comprendre pourquoi je parle d'intelligence et de développement notamment cognitif. Ce raisonnement permet à vrai dire de tirer deux conclusions qui serviront de paradigme tout au long de cette communication. La première conclusion est que la littérature favorise l'apprentissage en offrant des solutions à des problèmes, c'est-à-dire qu'elle représente en d'autres termes une fiction exemplaire. La deuxième conclusion est que la littérature augmente la capacité cognitive de l'individu, ce qui est en quelque sorte en conformité avec l'idéal du progrès. La fonction psychique est ainsi corrélée à deux autres qui ne sont pas moins importantes, qui sont capitales, à savoir les fonctions didactiques et mnémotechniques, la mémorisation. Cette dernière fonction, qui est réservée, la fonction mnémotechnique, est réservée le plus souvent à la poésie, n'est nullement étranger d'ailleurs donc au roman. Et cette vertu qui est attachée à la divinité grecque mnémosie renvoie immédiatement au pharmacon. C'est ce dernier concept qui nous intéresse le plus, étant la motrice de cette réflexion. C'est pour cette raison qu'il est important de préciser de quoi l'on parle, surtout que le concept de pharmacon nous semble plus étendu et qui renferme en lui une dialectique assez intéressante. Pourquoi avoir opté pour le terme pharmacon au lieu de la notion de thérapie? Certainement, la réponse sera pour le moins qu'on puisse dire étonnante. Il est à noter à cet effet que pharmacon et thérapie ne sont pas des termes synonymes.
Et d'entrée de jeu, je démontrerai par le biais de l'étymologie, par le renvoi au texte de Platon, que la signification et les enjeux ne sont pas tout à fait pareils. En ce qui concerne le mot thérapie, il est issu du grec therapia, qui veut dire prendre soin, cure, soigner, guérir. Nombreux sont les travaux qui ont été consacrés à ce couple littérature-thérapie ou bien littérature du cœur, mais quand il s'agit d'appliquer des notions issues des sciences humaines à la littérature de l'extrême contemporain, il est important de prendre quelques précautions épistémologiques et méthodologiques pour deux raisons. La première raison est que le corpus littéraire de l'extrême contemporain n'est pas tout à fait stabilisé dans le champ de la critique littéraire. La deuxième raison est liée notamment aux concepts critiques qui sont d'une tradition anglo-saxonne et qui nous sont parvenus d'outre-Atlantique, comme l'ont fait remarquer Maïté Snowworth et Dominique Etu. Je cite: « En proposant de lier littérature et cœur, il nous faut alors être attentifs au glissement, voire à la translation méthodologique selon laquelle nous déplaçons une notion encore en travail, pas totalement stabilisée dans le champ de savoir. » Fin de citation. L'article de Maïté Snowworth, Dominique Etu, intitulé « Poétique et imaginaire du Caire », il est d'une grande importance dans les travaux critiques, puisqu'il se propose de nuancer certains travaux qui ont exploré des notions contiguës telles que identification et empathie. Je renvoie donc à que ce soit la tradition canadienne ou bien française qui essaie de mettre en perspective le terme empathie, identification et esthétique littéraire. Il y a des actes de colloque qui ont été publiés il y a peu. J'ai déjà exploré ou bien exploité ces notions en étudiant le Lys d'or, roman de Philippe Solers, publié en 1989, qui est un corpus de l'extrême contemporain. J'ai démontré en fait que l'empathie ne consiste pas, comme c'est toujours le cas, de se mettre à la place de quelqu'un d'autre en partageant ses sentiments. En vérité, tous les personnages solersiens, notamment Simone Rouvray, j'ai peu de temps pour parler du roman Le Lys d'or, pour vous parler de la trame et les différentes péripéties. Donc, les personnages solersiens, je ne sais pas si vous connaissez Philippe Solers, le romancier. Voilà. Donc, il est décédé 5 mai 2023. On lui a rendu hommage à la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis. On a invité le grand spécialiste de Solers. Il était acteur en 1968. Justement, c'est ça. Donc, l'un de ces personnages dans le roman Le Lys d'or, Simone Rouvray, résiste par exemple à ce classement opéré par Jauss. Donc, c'est l'école de la réception littéraire, c'est l'école de Constance. Donc, par la suite, peut-être lors du débat, je parlerai un peu plus en détail de cette théorie. J'en ai conclu que, je cite, le lecteur a de l'empathie pour Simone Rouvray, non au sens de cette capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et d'éprouver les mêmes sentiments et émotions que lui, mais au sens d'atourisme et de compréhensibilité qui consiste, selon la conception weberienne, Max Weber, en cette aptitude à saisir le sens de la conduite humaine qui, je cite, présente une intelligibilité intrinsèque qui tient au fait que les hommes sont doués de conscience. Fin de citation. En d'autres termes, les actions de Rouvray, c'est un personnage très ambivalent, à la fois Don Juan, à la fois Machiavel, c'est un ensemble notamment, et cela engage un ensemble d'identifications assez mitigées. Donc, alors, voilà. Donc, en d'autres termes, les actions de Rouvray sont compréhensibles selon qu'elles sont saisies à partir, je cite, à partir d'expériences subjectives de représentation des fins poursuivies par les individus, c'est-à-dire à partir de la signification de ce comportement. Là, je cite notamment Économie et société de Max Weber. Force est donc de constater que la notion d'empathie a certes des limites. Cette réserve a été exprimée par les auteurs de l'article que je viens de citer subséquemment. L'empathie a donc ses limites pour la théorie littéraire, surtout qu'elle court le risque de devenir un concept euphorique ou moralisant pour la littérature. Elle mérite comme telle d'être critiquée et distinguée du Caire. Fin de citation. La question posée par Maïté Snowworth et Dominique Etu assure la transition puisque les deux auteurs s'interrogent quant au versant négatif du Caire. En ce sens, le terme pharmacant trouve toute sa légitimité.
Le terme pharmacon vient directement du grec qui a donné en français moderne le terme pharmacie. Il est toutefois important de rappeler l'histoire du pharmacon tel qu'il est prononcé en grec et dont le pluriel est pharmaca. Dans cette perspective, le concept du pharmacon constitue le paradigme des travaux de Stigler, Bernard, et par lequel il réfléchit l'ère de l'Anthropocène. De Platon à Stigler, en passant par Léon Robin, je vais résumer cela notamment pour passer directement à la définition du pharmacon. Je cite Phèdre de Platon. Donc, nombreuses raconte-t-on furent assurément les observations que sur chaque art, Tamos fiat tot dans les deux sens et dans une relation détaillée ferait un long discours, mais quand on en fut à l'écriture, voici, ô roi, dit Tot, le savoir qui fournira aux Égyptiens plus de savoir, plus de science et plus de mémoire. De la science et de la mémoire, le remède a été trouvé. Fin de citation. C'est la dernière partie du dialogue entre Phèdre et Socrate. L'on peut comprendre que l'écriture, donc c'est une affaire, notamment, donc, on a le couple, on a 5 minutes, c'est largement suffisant, ne vous inquiétez pas. Donc, je ne vais pas notamment donc, rappeler un peu la philosophie de Platon, vos philosophes, vous la connaissez mieux que moi, donc, les idées de Platon, mais juste pour enfin situer par rapport aux littéraires qui sont présents. Il y a cette, notamment, donc, opposition entre parole et écriture chez Platon. Donc, il y a toute une théorie qu'on peut trouver analysée dans la dissémination de Jacques Derrida et aussi dans l'écriture et la différence. La pharmacie de Platon. La pharmacie de Platon, le chapitre La pharmacie de Platon. Dissémination, oui. Voilà. Donc, cette définition renvoie immédiatement à ce que je viens d'expliquer au début de ma communication pour faire valoir les rôles de la littérature. Je reviens à cette complexité, à cette ambivalence du terme pharmacon, dont j'essaierai de démontrer l'implication dans le champ littéraire et dans la production littéraire, à travers deux écrivains qui partagent à degré près, toute proportion gardée, la même vision de la littérature, savoir Philippe Solers et Philippe Forest. Donc, mais d'abord, j'ajoute une petite définition là pour mieux me faire comprendre cette définition de Bernard Stiegler. Qu'est-ce que le pharmacon? Interroge Bernard Stiegler. C'est à la fois le remède et le poison, selon Platon, lequel dit aussi que toute technique est un pharmacon, c'est-à-dire que toute technique peut servir soit à construire, à élaborer, à élever le monde, soit à détruire, comme Oppenheimer l'a dit à propos de la bombe atomique, mais c'est vrai que n'importe quelle technique. Fin de citation. L'écriture, selon Platon, constitue en ce sens un pharmacon en tant que technique de l'imitation, donc de la représentation, qu'on parle de littérature ou de peinture, finalement, bien qu'il ait de la poésie dans la peinture et de la peinture dans la poésie. C'est ce qu'on appelle le pictura poésie. Donc, résume cette ébriété générique et que les stylisticiens désignent par le terme technique ekphrasis, lorsqu'on analyse les textes littéraires. Pour revenir un peu à cette ambivalence, je vais résumer un peu cela, puisqu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Ce que j'essaie de démontrer à travers ma communication, c'est qu'il existe deux types de littérature. Cette littérature qui est du côté du pharmacon, où le pharmacon est positif et représente un remède, et une littérature du côté du pharmacon négatif, c'est-à-dire composant. Et en faisant cette distinction, notamment, donc, j'oppose entre autres deux théories, celle d'Alexandre Geffen qui croit à cette, idée que la littérature est capable de réparer le monde, d'intervenir, de changer le monde, alors que de l'autre côté, Philippe Forest, deux théoriciens contemporains, donc, pense que la littérature ne peut pas faire grand-chose, notamment. Donc elle ne peut pas, en d'autres termes, revenir à ce grand débat, qu'est-ce que la littérature depuis Sartre, depuis les années 40-50. Donc, et là, et aussi, il y a cette question de représentation. Je vais y revenir par la suite au cours du débat, puisque toute la littérature, c'est une affaire de représentation. On représente les malheurs humains et les sociétés de la marge, et là, c'est propre à la littérature de l'extrême contemporain, surtout. Les vulnérabilités, les précarités et les violences.
qui demeure le souci majeur de la littérature de l'extrême contemporain en faisant recours à des techniques pharmacologiques diverses. Parmi ces techniques pharmacologiques, je peux citer les témoignages, comme l'illustre le récit poignant de Vanessa Springora, Consentement, avec l'affaire notamment Matzneff. C'est donc cette adolescente qui a été violée à maintes reprises par l'écrivain Matzneff, et par la suite elle a publié le témoignage donc Consentement. Je pense également donc au récit de Philippe Lançon, Lambeau, qui a échappé notamment, donc qui a survécu aux attentats de Charlie Hebdo, un journaliste, Lançon. Donc il a publié le roman Lambeau, qui était un témoignage notamment donc de cet attentat. Je cite également, d'un point de vue générique, les autobiographies, les autofictions, comme c'est le cas du roman Vie minuscule de Pierre Michon, où je m'explique finalement parce que ce sont des trucs très précis, notamment et très littéraires. Dans Vie minuscule, Pierre Michon assure ce qu'on appelle donc l'affiliation, qui est une forme notamment de la réparation. En faisant le récit des morts, notamment, donc il perpétue notamment donc la mémoire donc de ses ancêtres et de sa famille. Finalement, bon, pour parler de l'autre versant de la littérature subversive, qui n'est pas tout à fait réparatrice, donc finalement, il y a eu une critique de la part des théoriciens, notamment surtout les professeurs et les critiques littéraires de Saint-Germain-des-Prés, finalement, donc, qui récusent cette littérature subversive, qui est héritière notamment donc, de la pensée de Georges Bataille, en l'occurrence. Il y a tout donc un travail à faire, à étudier les textes qui ont été publiés dans la revue telle quelle depuis les années 60, où la littérature, plus elle s'approche, elle s'éloigne du mal, elle sera donc de la mauvaise littérature. C'est un peu pour répondre à pour finalement rappeler cette pensée d'André Gide dans son journal lorsqu'il dit « Avec de bons sentiments, on fait de la mauvaise littérature ». C'est le cas notamment de cette littérature qui est aujourd'hui accusée notamment sous prétexte qu'elle fait l'éloge de la pédophilie, qu'elle fait l'éloge de tout ce que aujourd'hui le wokisme combat. Voilà, je termine sur ça. Merci. Merci Cyril Gerboul pour cette intéressante communication. Alors, vous avez remplacé thérapie par pharmacon qui relève justement de la littérature, de l'art romanesque et des autobiographies, des romans, des fictions, etc. Vous avez cité Solaire, Todorov. Aussi, vous avez cité Georges Bataille et le grand-père de Constance, Hans Robert Jauss, et ses compagnies, telles que Wolfgang Iser, Wolfgang Kahn, qui s'intéressent justement de la réception en matière d'art plastique, etc. Je cède la parole maintenant à vous pour peut-être ajouter quelque chose, pour poser des questions, pour discuter ou pour soutenir ces trois communications. Alors. Si? Marcel. Madame Léa. Oui. C'est Mohamed Mahmoud. Ok. مش كلام. بالفعل الكلام. تكلمت. سي عماد. n'est-ce pas? Alors, سي حسين، تفضل سي حسين.
Premièrement, je remercie les intervenants de l'intervention de qualité, sans oublier justement le modérateur de cette séance. Je n'ai pas de questions. Donc, je vous remercie tous. Mon intervention, c'est un complément. Je commence par le pharmacon. Vous avez déjà mentionné que le pharmacon appartient au domaine littéraire. Alors, c'est un thème purement philosophique, sans oublier le fait. Je reviens. Et vous avez mentionné Bernard Stiegel, qui travaillait dernièrement sur l'Internet contre pharmacon. Ouais. Mais vous avez oublié Jacques Derrida, qui a réservé une analyse bien détaillée de ce qu'on appelle la pharmacie de Platon. Oui. C'est un terme bien détaillé qui concerne le mot pharmacon. Parce que le mot pharmacon, comme disent les linguistes, c'est un mot polysémique, c'est-à-dire il lie les deux termes, le dissignification, le remède et le poison. Ce qu'on trouve en arabe, dans la tradition arabe, ce qu'on appelle al-mafahim ou al-alfaz mushtaraka al-mushtaka. Par exemple, al-Qur'an. C'est-à-dire deux significations opposées, à savoir contradictoires. Donc, le contexte dans lequel a traité, c'est-à-dire Platon, le fait, c'est le problème de l'écriture par rapport à la parole. Parce qu'on commence, on revient sur l'histoire de Tut et Thamos, et le cadeau, il lui dit que tu n'as pas ramené le remède, mais tu as ramené un pharmacon. Donc c'est très intéressant parce que je veux revenir justement sur la thérapie par l'art, et surtout par notre professeur a traité le problème de... Parce que cette intervention, je dois donc... concernant la littérature, lorsque aujourd'hui, on a vraiment la littérature, c'est une tradition, c'est un remède, c'est une thérapie. Mais c'est toujours la question qui se pose, c'est la littérature comme écriture et comme parole. Je reviens sur le griot, ou la griotte, c'est-à-dire celui hakawet. Donc c'est la priorité, c'est à la parole. Je pense à je pense les fables de La Fontaine. Donc ce sont des moyens de remède, de thérapie. Et je reviens sur le premier exposé de notre professeur médecin lorsqu'il a traité ce qu'on appelle l'addiction. Moi je pense aujourd'hui on parle de l'accro, c'est-à-dire la personne dépendante à une substance ou quelque chose, l'accro. Vous avez traité le sujet vraiment d'une manière médicale, bien une approche médicale. J'ai commencé à statuer. Mais je pense que le problème c'est la prévention. Et je suis là à Tunis, j'ai vu